Mon invité du jour est Jean-Baptiste Noé, il est rédacteur en chef de la revue Conflit. Bonjour. Bonjour. Vous nous présentez aujourd'hui le numéro 40 de cette revue, de ce bimestriel consacré à la géopolitique. Et le dossier en question porte sur l'Italie. L'Italie, la puissance méconnue. Alors, dans ce numéro, vous vous efforcez tout d'abord de dépasser les préjugés qu'on peut avoir sur l'Italie en France. Donc, des beaux parleurs, des gens peu rigoureux. On les réduit souvent au football, alors qu'en fait, c'est une des plus grandes puissances du monde. Quels sont les atouts, en fait, qu'on peut ignorer de l'Italie ? L'Italie est membre du G7, c'est effectivement une puissance économique importante. C'est également un pays avec lequel on a énormément d'échanges économiques. Les entreprises françaises font plus d'échanges avec l'Italie qu'avec l'ensemble du continent africain. Et c'est vrai que l'image qu'on en a, c'est souvent la plage, les pizzas et le football. C'est une caricature parfois un peu grotesque de l'Italie. Et donc c'est un pays qui est méconnu. Et c'est ce qu'on a voulu montrer dans ce numéro, c'est que notre voisin est méconnu. On croit le connaître parce qu'on projette sur l'Italie nos perceptions politiques, nos perceptions économiques, alors que l'Italie a un mode de fonctionnement qui est complètement différent du nôtre. Et notamment, un de ses atouts, c'est le fait qu'elle a un très fort ancrage régional, voire local. Le pouvoir central est faible, mais le pouvoir local est fort. Et elle a un maillage économique et un maillage industriel qui est de très grande qualité dans la pharmacie, dans le train, dans l'armement. Et justement, une idée à laquelle vous attachez beaucoup dans ce numéro, c'est de casser cette idée d'un pays en fait divisé entre le sud et le nord, c'est ça? Exactement. Il y a des disparités qui demeurent, mais on n'est plus à l'époque du Mezzogiorno et d'un sud qui serait pauvre quand un nord serait développé. Certes, le nord est une grande région industrielle, mais dans la pharmacie, par exemple, les entreprises italiennes sont parmi les meilleures au monde, et la région économique qui fait de la pharmacie en Italie, c'est le Latium, c'est la région de Rome. Dans le sud, dans la région de Naples, on a certes le textile, mais c'est une industrie importante, mais on a aussi de l'armement, on a aussi de l'équipement automobile. Donc on a un développement industriel qui est de mieux en mieux réparti sur le territoire italien. Alors parmi les contributeurs, on peut apercevoir beaucoup de noms aux consonances italiennes. Alors il y a un certain Edoardo Secchi qui parle lui des districts industriels. Qu'est-ce que c'est que sont ces districts industriels? Edoardo Secchi dirige le club Italie-France et son travail, c'est de mettre en relation les entreprises françaises et les entreprises italiennes. Donc il connaît bien l'environnement entrepreneurial français et italien. Et ces districts, c'est une des raisons qui permet à l'industrie italienne d'être puissante. C'est-à-dire que ce sont des régions où on a un regroupement à la fois d'industrie, de familles industrielles, un environnement législatif, fiscal qui est favorable. Ça a été en fait une concentration, on pourrait dire un cluster, si on employait le terme qu'on emploie en France, de développer l'industrie dans des régions particulières avec des spécialisations. Donc on a des districts qui vont être spécialisés vers l'équipement automobile, d'autres vers le textile, d'autres vers la pharmacie, afin d'avoir une alliance de l'ensemble des entreprises qui travaillent dans un secteur. Alors il y a d'autres domaines qui sont évoqués dans un article, notamment par Desi Boscolo-Marchi, qui, elle, parle de l'intelligence artificielle en Italie, puisque l'Italie mise sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur ces startups, ce qu'on n'imaginerait pas trop. Quelle est cette dynamique autour de l'intelligence artificielle ou des startups en Italie? Alors là aussi, ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'il n'y a pas que les grands groupes, et qu'il y a tout un tissu industriel, et qu'on ne peut pas opposer les startups et les entreprises mondialisées. Les entreprises mondialisées travaillent avec des startups parce que c'est des lieux d'incubateurs, sont des lieux d'invention et d'innovation. Et donc effectivement, il y a en Italie un tissu d'entreprises innovantes, parfois des petites entreprises, mais qui ont la prétention de grandir, et un investissement important dans l'intelligence artificielle qui est considéré par ceux qui travaillent dedans comme l'industrie de demain. Et là où c'est intéressant, c'est de voir que l'Italie a à la fois des industries, on pourrait dire d'hier, mais qu'elles ont su adapter, moderniser, je pense notamment au textile, et en même temps des investissements importants dans ce qui sera le levier du développement économique dans les 10 ans qui vont arriver. Vous évoquez également dans ce numéro les domaines de coopération entre la France et l'Italie. Quels sont-ils? Alors ils sont nombreux, et là aussi on a essayé de déminer quelques préjugés, parce qu'on parle beaucoup en France du couple franco-allemand, et on est très centré sur ces coopérations France-Allemagne. Alors, elles existent, et il est vrai qu'il y a des échanges économiques majeurs entre la France et l'Allemagne, mais on a voulu montrer qu'il y a des coopérations très importantes entre la France et l'Italie, qui sont méconnues,
alors même que les échanges économiques entre la France et l'Allemagne stagnent, alors que ceux avec l'Italie augmentent. Et qu'aujourd'hui, l'Italie est un partenaire économique qui est en train de talonner le partenariat entre la France et l'Allemagne. Alors, il y a des partenariats, évidemment, avec les régions à proximité d'Italie, je pense notamment à Rhône-Alpes, ou bien à la Provence. Rhône-Alpes, c'est des principales régions en termes de pharmacie, en termes d'industrie en Europe. La vallée du Rhône, c'est la grande vallée de l'industrie européenne, avec la vallée de la Seine. Et là aussi, des échanges entre Lyon et Turin. Alors, on espère que le TGV Lyon-Turin finira par se faire, mais on a des coopérations qui se font à la fois entre les zones industrielles, les régions ou les espaces politiques, mais aussi entre les entreprises. Et ça, c'est aussi important de voir que la question politique est souvent annexe. C'est d'ailleurs un des éléments de la puissance italienne, c'est de ne pas trop se soucier des conditions politiques qui sont assez fluctuantes et d'avoir des entrepreneurs qui font leur activité indépendamment des majorités en place. Et alors justement, vous parliez de la comparaison entre le couple franco-allemand et le couple franco-italien. Alors dès l'éditorial, vous suggérez un rapprochement avec l'Italie, mais est-ce que les Italiens, eux, voudraient d'un tel rapprochement avec la France? Est-ce qu'on est un partenaire intéressant pour eux? Alors on n'est pas un partenaire au sens institutionnel, même s'il y a eu au mois de juillet un accord conclu entre la France et l'Italie, entre Emmanuel Macron et Mario Draghi, mais ça ce sont des échanges officiels, des échanges politiques. Ça, ces échanges-là n'aboutissent généralement pas à grand-chose. Ce qui est intéressant, ce sont les échanges, on peut dire, humains, les échanges entrepreneuriaux. Nous, à Conflit, par exemple, on a un échange avec l'IMES, qui est la principale revue de géopolitique en Italie et en Europe. Il y a beaucoup d'échanges aussi à travers les universités ou à travers les chefs d'entreprise eux-mêmes. Et donc là, on est sous le radar politique, mais ces échanges sont extrêmement importants. Et on le voit d'ailleurs récemment lorsqu'il y a eu l'ouverture à la concurrence de la ligne de chemin de fer Paris-Lyon. L'entreprise qui a gagné le marché, c'est l'entreprise italienne. Et donc aujourd'hui, quand on prend le train pour aller jusqu'à Lyon, on a le choix entre la SNCF ou Frecciarossa, qui est l'entreprise italienne. On a des échanges aussi qui sont dans le domaine de la banque, dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine de l'aéronautique. Mais ça se fait davantage au niveau des personnes. Ce sont des chefs d'entreprise qui se connaissent, ce sont des universitaires. Donc c'est beaucoup plus difficile à quantifier, mais ça a l'avantage de tenir davantage dans le temps et d'être indépendant des mouvements politiques. Alors politiquement, on dit souvent, en tout cas nous on l'a dit ici, que la situation française ressemblait de plus en plus à une situation italienne avec une majorité faible et le besoin de se reposer sur des alliances. Vous parlez même un des auteurs dans la revue parle d'émiettement politique en Italie. Il y a eu tout un tas de phénomènes qui ont préfiguré ce qu'on a eu en France. Il y a eu la montée de 5 étoiles, il y a eu la Ligue, ensuite aujourd'hui il y a Fratelli d'Italia. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'en fait l'Italie, si on prend un peu de recul, notamment en lisant cette revue, c'est que l'Italie ressemble plus à l'Allemagne, puisqu'il y a une culture du consensus permanent, puisque ce sont toujours des partis qui finissent par s'allier et qui sont obligés de s'allier comme en Allemagne. Oui, c'est ce qu'on appelle, parce que les Italiens appellent l'art de la combinazione, donc l'art de l'échange ou de l'organisation. On a deux cultures politiques totalement différentes. La Ve République est une constitution présidentielle. En Italie, le président n'a pas de pouvoir politique, c'est le chef du gouvernement qui l'a. Et il est obligé de composer, c'est extrêmement rare qu'un parti ait la majorité à lui tout seul. Donc forcément, on est obligé d'être dans ces accords. Et ce qui est original, c'est qu'on voit des accords entre les différents mouvements, enfin les différentes parties du spectre politique. Lorsque Mario Draghi était chef du gouvernement, on avait aussi bien 5 Stelle que des partis qui étaient beaucoup plus à droite. Alors ça a l'avantage de minorer, on va dire, le ressentiment politique, puisque tout le monde est représenté. Ça a l'inconvénient de favoriser l'immobilisme. Mais l'Italie est un pays fédéral, donc les régions ont des pouvoirs qu'il n'y a pas en France. Et effectivement, là, c'est davantage proche de l'Allemagne, des pouvoirs en termes économiques, des pouvoirs en termes éducatifs. Donc, le gouvernement central est limité dans son action et la Lombardie, la Sicile, enfin les grandes régions italiennes ont des marges de manœuvre indépendamment de ce qui se passe à Rome. On constate notamment, toutefois, qu'on a beaucoup insisté il y a quelques années sur 5 Stelle. Ce parti a disparu aujourd'hui, le mouvement 5 étoiles. Il a disparu. Luigi Di Maio a créé son propre mouvement, qui est aujourd'hui un mouvement plutôt de centre-gauche, alors que ça venait de l'extrême-gauche. Que la Ligue de Salvini est en bien mauvaise posture aussi. Donc on a des étoiles filantes,
qui font parler d'elle. La Ligue était très puissante il y a encore 5 ans. Elle avait brillamment remporté les élections européennes. Aujourd'hui, son poids politique est moindre. Ça reviendra peut-être. En tout cas, aujourd'hui, c'est moindre. Donc, on a aussi beaucoup de changements. C'est-à-dire un côté de rénovation politique qui fait que les partis restent peu longtemps dans la lumière. Alors une rénovation politique qui est aussi une rénovation institutionnelle, puisque l'Italie est parvenue à faire ce que nous sommes incapables de faire depuis des années, pour ne pas dire des décennies en France, puisqu'en 2019, l'Italie a en place une réforme pour passer de 945 parlementaires, députés, sénateurs, à 600. Et ça, c'est quand même paradoxal d'avoir un État qui paraît assez instable, avec 66 gouvernements depuis la fin de la guerre, depuis 1946, et en même temps de parvenir à une telle réforme. Oui, ça c'était une réforme importante, effectivement. C'était quand même ils ont diminué drastiquement leurs parlementaires. Là, il y avait un consensus important sur cette manière de faire. L'autre réforme qu'ils essayent de faire, enfin qui est dans les cartons, dans les tuyaux, mais qui n'est pas encore abouti, ça serait d'aller vers un régime davantage présidentiel. C'est quelque chose qui est aussi évoqué pour donner davantage de poids au gouvernement central. Mais l'histoire italienne fait qu'il n'y a jamais eu de gouvernement central. L'Italie, en tant qu'État, est très récent, ça date des années 1870. Donc c'est un pays qui a aussi une tradition de gouvernements régionaux, avec des régions qui étaient indépendantes. Donc s'il passait à un gouvernement beaucoup plus présidentiel, ça serait une rupture par rapport à leur histoire politique, même à l'époque de Mussolini. Mussolini n'était pas le chef d'État. Le chef d'État, c'était le roi d'Italie. Il n'était que le numéro 2. Jusqu'à la République sociale italienne, qui est la parenthèse. Voilà, mais qui était une toute petite partie du territoire italien. Alors, enfin, une dernière question, avec un élément qui peut choquer quand on lit la revue, en tout cas qui peut étonner. Vous parliez tout à l'heure de la revue Limes, et vous avez interviewé, vous, dans la revue, Federico Petroni, qui est rédacteur dans cette revue. Et ce monsieur explique qu'il y a une grande absente, en fait, dans la politique italienne, c'est la Méditerranée. Oui. Comment expliquer? C'est complètement absurde quand on voit l'Italie sur une carte de l'Europe. On en discutait tout à l'heure, on disait c'est une île méditerranéenne, mais c'est vrai que ça semble être une île au milieu de la Méditerranée, et pourquoi ne pas profiter de... Tout à fait, et c'est vrai que l'Italie est peu tournée vers la Méditerranée, et donc ça montre aussi qu'il n'y a pas de déterminisme géographique. En géopolitique, vous avez deux écoles, vous avez les écoles du déterminisme et l'école du possibilisme, l'idée que c'est l'homme qui fait les choses. Et quand on regarde l'Italie sur une carte, on dit c'est une puissance méditerranéenne, parce que de fait, la grande partie de son territoire est bordée par la mer Méditerranée, d'un titre ou l'autre, mais la mer Tyrrhénienne fait quand même partie de la Méditerranée. Et pourtant, Gênes, par exemple, est un port qui est derrière Marseille en termes de tonnage. Venise n'est plus le grand port qu'elle a été, Naples aussi. Alors pourquoi est-ce qu'elle est peu tournée vers la Méditerranée? Il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est que ces échanges commerciaux sont davantage tournés vers la France et l'Allemagne, donc ça se fait par voie terrestre et non pas par voie maritime. Elle n'a pas beaucoup d'échanges économiques avec le Maghreb, ni avec l'Asie. Et ce n'est pas non plus une grande puissance navale. Elle a une flotte, elle a une marine, elle a une marine militaire, mais elle n'a pas une tradition maritime comme là la France ou comme là le Royaume-Uni. Donc la mer existe, la mer est là, la mer sert notamment pour le tourisme, mais il est vrai que l'Italie ne se projette pas en Méditerranée. Ça changera peut-être avec la découverte des gisements de gaz en Méditerranée orientale, où est très présent Eni, qui est une des grandes compagnies gazières au monde. Ça contribuera peut-être à redonner davantage de poids à la Méditerranée en Italie. Merci beaucoup Jean-Baptiste Noé. Alors je profite pour expliquer à nos téléspectateurs que dans la revue Conflit, il y a ce dossier sur l'Italie, mais pas seulement, il y a plein d'autres sujets qui sont abordés. J'ai relevé deux papiers que j'ai choisis parce que ce sont des auteurs qu'on reçoit ici et que vous reconnaîtrez. Il y a un papier de Nicolas Klein sur la question de Gibraltar et un autre qui est un éclairage inédit sur les attentats du 13 novembre 2015 par Daniel Dory et Hervé Terry. Merci beaucoup pour ce numéro. On vous retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro de Conflit qui sera consacré à quoi? Le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni. Eh bien, on vous recevra à cette occasion. À très bientôt.